Luffy est actuellement considéré comme le 5e empereur, titre non officiel donné par Morgans après les événements de Whole Cake Island. Mais il pourrait finalement prendre une toute autre dimension à la fin de Wano Kuni. Vous découvrirez tout au long de cette vidéo comment Luffy pourrait réellement être considéré comme un véritable empereur en libérant Wano Kuni de l'oppression des deux tyrans, Kaido et Orochi. Cette théorie se basera donc sur divers mythes et légendes japonais, pouvant même nous conduire à penser que Luffy développera un gear bien particulier lors de son combat contre Kaido. Un titre d'empereur, un nouveau gear, un pays libéré. Voyons tout ça ensemble dans cette vidéo. Et oui, certains l'auront peut-être reconnu, il s'agit de Goji qui est en ma compagnie pour vous présenter cette vidéo. C'est une collab que nous devions faire depuis l'année dernière et qu'on a dû mettre en attente par manque de temps, mais c'est enfin le jour J et on va tenter ensemble de vous expliquer de quelle manière Luffy pourrait devenir le véritable empereur de Wano Kuni. Donc cette vidéo va se découper en 4 parties. La première vous permettra de comprendre de quelle manière Luffy pourrait devenir le véritable 5e empereur s'il venait à sauver Wano Kuni de la tyrannie de Kaido. La seconde traitera du secret derrière le mythe de Momotaro et qui serait en réalité lié à Luffy et non à Momonosuke comme on aurait pu le penser, appuyant à nouveau l'hypothèse de Luffy en tant que futur empereur. La troisième partie parlera du futur gear ultime de Luffy durant son affrontement contre Kaido et le secret qui pourrait se cacher derrière le Ryuo. Et enfin, la dernière vous révélera qu'il pourrait exister 3 objets mystérieux que pourraient détenir des personnages importants comme Zoro, Scooper Gaban ou encore Vegapunk et qui pourraient être reliés à la consécration de l'empereur Luffy. Donc, une grande théorie s'annonce, tenez-vous bien. Dans la partie précédente, nous avions traité de l'époque qu'a choisi Oda pour raconter l'histoire de Wano, celle qui concerne la fermeture du pays. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, cliquez sur le petit O en haut à droite de l'écran. Petit rappel cependant pour ceux et celles qui auraient oublié. Tout comme la première guerre, il fallut un gagnant, et ce fut Tokugawa Ieyasu, le 3e shogun qui remporta la bataille sur Shihiro. De la même manière que son grand-père grâce à l'aide d'un traître infiltré dans le clan adverse. Ce traître se nommait Emosaku. Sa particularité était surtout qu'il était un peintre. Au Japon, cette rébellion s'est donc produite dans les ruines du château en feu, faisant ainsi un nouveau parallèle au château d'Oden et ses ruines. Ce qui nous a amené donc à la fermeture du Japon, soit la fermeture de Wano Kuni dans One Piece. Je vous expliquais donc que grâce à l'étude de ces 2 guerres au Japon, cela pouvait nous permettre de comprendre et déchiffrer le symbole du clan Kozuki et de la grue, du lien existant entre le gouvernement et Wano Kuni, de l'importance de la lune et des 9 fourreaux rouges, et enfin de la présence d'un traître parmi le clan Kozuki. Aujourd'hui, ces liens se sont bel et bien confirmés, et c'est ce qui va nous permettre aujourd'hui de comprendre pourquoi je concluais cette vidéo en vous expliquant que de cette guerre, Luffy pourrait alors devenir le véritable empereur de ce pays. Mais alors comment et de quelle manière? Le fait qu'Oda ait choisi de nommer Luffy 5e empereur juste avant d'entrer à Wano n'est peut-être pas autant un hasard qu'on pourrait le croire. En effet, l'événement majeur qui a permis de mettre fin à la fermeture du Japon se nommait le Bakumatsu, une guerre qui fut engendrée par le peuple suite à l'oppression, la famine et la pauvreté que leur faisait subir le shogun. Désormais dans One Piece, il paraît très clair qu'il s'agit là de la vendetta orchestrée par les 9 fourreaux rouges et du souhait de respecter la volonté d'Oden de réouvrir les frontières de Wano Kuni. Mais la scène la plus importante se trouve ici. Durant cette guerre meurtrière, le peuple a clamé le nom d'un homme, le seul selon eux à même de sauver le pays appelé Japon aujourd'hui. Descendant de la déesse japonaise Amaterasu, nommé le grand roi dirigeant sous le ciel, ou encore dans les textes chinois, le roi des Wa. Demi-dieu, dieu vivant ou même Teiyo sont les termes pour désigner la suprématie et l'importance de cet homme qui est plus communément appelé l'empereur du Japon. Ainsi, Luffy, prédestiné à être roi des pirates et étant surtout considéré comme le 5e empereur depuis peu, verrait son titre réellement se concrétiser à la fin de l'arc Wano Kuni, devenant ainsi le roi des Wa. Et en effet, à chaque fin d'arc, Oda conclut toujours de la même manière, un peuple suppliant qu'on lui vienne en aide et un Luffy se battant de tout son être pour libérer ce fameux peuple de l'oppression. Mais au-delà de l'histoire du Japon, un conte populaire pourrait appuyer cette hypothèse. En effet, beaucoup ont pu le remarquer, Momonosuke pouvait être inspiré de la légende de Momotaro, le fameux garçon né d'une pêche qui combat l'ogre d'Onigashima, nommé Ura, aidé d'un singe, un chien et un faisan. Dans One Piece, on retrouve bel et bien le terme d'Onigashima, lieu où réside Kaido, que l'on pourrait considérer comme le fameux ogre. Momotaro représentait Momonosuke par son nom et son emblème à la pêche. Et quant aux animaux, certains les comparaient aux amiraux. Pourtant, un détail de ce mythe était à noter, le Kibidango, une friandise offerte par Momotaro aux 3 animaux pour l'accompagner. Dans One Piece, cette sucrerie est mise en lumière à plusieurs reprises. Dès l'ouverture de l'arc Wano, on découvre Otama ayant la capacité de créer des Kibidango à partir de ses joues lui permettant d'apprivoiser des animaux. On réentend
entend parler de cet aliment dans la mine aux prisonniers et qu'Oda met en avant avec Hyogoro en l'appelant Mont Précieux. Enfin, sur la carte de Wano, apparaît la ville de Kibi, un désert que Zoro traverse aux côtés de Yasu après s'être perdu. Oda a donc inséré dans son manga 3 références du terme Kibi. Les 2 premières sont sous forme de nourriture et la dernière avec Zoro est un lieu. Alors pourquoi s'intéresser à tout ça? Car le nom de cette ville existe véritablement au Japon et est connu sous le nom du royaume de Kibi. Si nous parlons de ça, ce n'est pas pour rien, car ce que certains ignorent, c'est que la légende de Momotaro est en réalité une histoire s'inspirant de celle du prince de légende Kibitsuhiko no Mikoto, fils de l'empereur Korei, ayant assassiné l'ogre démoniaque Ura, originaire de la capitale de Kibi. Désormais, si nous relions ça au fait que Luffy deviendra le véritable empereur à la fin de Wano et qu'il soit celui à même de vaincre Kaido, cette légende appuie une nouvelle fois cet argument et marque la grande symbolique qu'aura le titre d'empereur concernant Luffy à la fin de cet arc. De plus, il paraît évident que ce n'est pas Momonosuke qui sera en mesure de battre Kaido dû à son jeune âge et surtout sa force physique. Et pour preuve, l'arc de Zou met en avant le fait que Momo demande l'aide de Luffy pour le vaincre. Concernant les animaux qui accompagnaient le légendaire prince, Luffy dès le début de l'arc a bel et bien croisé le singe et le chien, qu'il apprivoisera avec son haki du roi et qui mangeront des kibidango donnés par Otama. Et comme l'expliquait Nina dans les théories prédictions Wano, Luffy en début d'arc croisera des animaux qui lui viendront en aide comme à chaque fin d'arc. Ainsi, il ne manquerait que la rencontre avec le faisan, peut-être dans la prison, et la boucle serait alors bouclée. Ce qui nous amène à la 3e partie, de quelle manière Luffy serait en mesure de vaincre Kaido. Wano Kuni est un pays centré sur le jeu, on le découvre dès le départ avec un tournoi de sumo, la présence du terme Yakuza tiré d'une combinaison du jeu de cartes japonais, et enfin l'équipage de Kaido qui est composé essentiellement de jeux de cartes et tout particulièrement les grades des Shinoshi dans la mine des prisonniers. Dans ce même lieu, c'est ici que l'on découvre que pour que Luffy puisse briser les écailles draconiques de Kaido, il se devra de maîtriser la force du Ryuo. Ce pouvoir, je vous le comparais aux 7 chakras de l'hindouisme, où j'expliquais dans ma vidéo de décembre que pour maîtriser ce stade, il fallait concentrer l'énergie de son corps pour le laisser s'écouler. C'est ainsi que dans les derniers chapitres, ces termes se sont bel et bien confirmés, puisque la maîtrise de ce pouvoir s'obtient grâce au principe d'écoulement d'énergie. Mais la traduction du terme Ryuo est d'autant plus intéressante puisqu'il signifie littéralement roi dragon et désigne la plus puissante pièce du shogi, un jeu traditionnellement japonais, dont les 2 finalistes se disputent un match afin de désigner le challenger qui défiera le tenant du titre lors de la bataille des dragons. De ce fait, cela pourrait indiquer que l'épreuve finale serait basée sur ce jeu, ce qui nous amène au pouvoir qu'utilisait Luffy durant ce combat. Il y a quelques mois, j'ai sorti une théorie sur ma chaîne où j'expliquais que les guerres de Luffy étaient très souvent associées aux animaux possédant un titre royal. Pour vous résumer ça en quelques mots, on peut voir que les techniques ultimes de Luffy, telles le King Kong Gun ou le King Cobra en Gear Force, font référence à une catégorie royale de ces animaux avec la mention King signifiant roi. Donc, d'autres gears liés à certains animaux à l'épithète royale seraient prévus, ce qui pourrait alors indiquer que pour maîtriser le Ryuo, soit le titre de roi dragon, il pourrait développer un gear imitant la puissance de cet animal légendaire, et tout particulièrement celui du dragon doré. Mais pourquoi doré? En octobre, ce qui peut remonter assez loin pour certains, j'ai pu vous parler du lien qui pourrait exister avec le mythe des 4 rois dragons, traduit littéralement Ryuo, soit le même terme donné au haki que cherche à maîtriser Luffy aujourd'hui. Cette légende était liée à celle de Son Wukong, le mythique singe dont s'est inspiré Oda pour créer le personnage de Luffy. Ainsi, 4 dragons devaient apparaître à Wano. Le dragon rouge qui pouvait désigner Momonosuke ou un autre personnage, le dragon blanc que j'associais à Orochi en parallèle d'Orochimaru dans Naruto, le dragon noir qui pour le moment n'était pas encore apparu, et le dragon bleu-vert qui aujourd'hui serait donc Kaido. Cependant, ce qui va nous intéresser ici est la suite de cette légende. On va donc revenir en avril et reprendre ce que je vous expliquais dans la review du chapitre 939. Car il existait non pas 4 dragons, mais bel et bien un 5e. Portant pour symbolique la couleur jaune, la marque du dragon à 5 griffes et représentait à nouveau l'empereur. Ainsi, une nouvelle fois, le chiffre 5 ferait écho au chiffre symbolique de Luffy par sa date de naissance, son gear, et par le fait qu'il ait été nommé le 5e empereur. Mais aussi, car il s'agit de la position typique du théâtre kabuki, arborant la paume de main en avant et les 5 doigts ouverts. Et lorsque l'on fait un petit retour en arrière avec le cover des chapitres, on s'aperçoit alors qu'Oda a dessiné à 2 reprises Luffy aux côtés d'un dragon doré. La première fois dans le chapitre 32, avec les emblèmes de Son Wukong.
et enfin dans le chapitre 710, qui pourrait par ailleurs rappeler la position de Bruce Lee et son film La Fureur du Dragon. Au final, vous aurez constaté que le titre d'empereur revient énormément dans la culture japonaise. La raison à ça est qu'il représente la personne la plus importante et influente au Japon et est donc au centre de nombreux mythes. Ce titre est aussi particulièrement récurrent dans One Piece puisque les 4 empereurs sont les plus puissants pirates des mers et Luffy aspire désormais à ce grade, chose qui pourrait réellement se concrétiser à la fin de Wano Kuni. Ce qui nous amène à la 4e et dernière partie. Depuis plusieurs années, Oda met en avant le fait qu'il existe dans One Piece des objets considérés comme trésors nationaux. On découvre cela dès l'arc des hommes poissons avec le Tamate Bako, le trésor national de Marie-Joise que convoite Doflamingo. Et enfin, le dernier en date serait le Shusui, trésor national de Wano appartenant au légendaire Ryuma. Ainsi, le terme trésor national se voit être d'une importance capitale dans One Piece, ce qui nous ramène une nouvelle fois à l'empereur. Car en effet, il existe ce que l'on nomme les 3 trésors sacrés du Japon, appelés aussi trésor impérial du Japon. Des objets légendaires composés de l'épée Kusanagi no Tsurugi, le Yata no Kagami miroir de bronze et le bijou Yasakani no Magatama. Ils auraient été offerts par la déesse Amaterasu à son petit-fils, père du premier empereur du Japon, Jimmu Tenno. C'est ainsi que tout empereur du Japon est considéré comme le descendant direct de cette déité. Nous pouvons souligner que le sacre de l'empereur au Japon se fait en présence des 3 grands trésors impériaux. Si le rituel est respecté, alors Oda pourrait introduire ces objets et les associer à 3 personnages importants. Comme cette partie est plus qu'hypothétique, on s'est dit qu'il serait intéressant de vous faire participer à cette partie de la vidéo. N'hésitez donc pas à nous faire part de vos idées en commentaire concernant les potentielles représentations de ces trésors. Voici nos propres idées. Le premier objet se nomme Kusanagi, épée légendaire récupérée dans le corps sans vie de Yamata no Orochi, que Susanoo, frère d'Amaterasu, a tué. Nous avons 2 hypothèses à ce sujet. La première est qu'il y a bel et bien la présence du Yamata no Orochi avec notre cher shogun de Wano. Son potentiel adversaire pourrait être Zoro, qui est justement en possession du trésor national de Wano, aussi nommé le Shusui, rappelant ainsi la légende de Ryuma ayant terrassé un dragon. Le Shusui symboliserait donc l'épée légendaire Kusanagi si on suit le mythe à la lettre. Mais ce n'est pas la seule lame qui nous a intéressés. Le Kokuto Yoru de Mihawk a donc formé une deuxième hypothèse, car c'est l'une des 12 lames de qualité supérieure, les Seijo Owazamono, confirmées par ailleurs dans le manga. De ce statut, celle-ci serait alors plus adéquate à représenter la légendaire Kusanagi au vu de son titre exceptionnel et son design unique, contrairement au Shusui, simplement considéré comme un trésor national. Et étrangement, Mihawk possède l'une des rares épées à ce jour, voire même la seule et unique, à être ornée de joyaux pouvant ainsi rappeler un trésor royal, sans compter le fait que Draculea signifie fils de dragon. Ainsi, sont les 2 hypothèses qui nous sont venues concernant l'épée légendaire. Le deuxième objet se nomme le miroir bouclier de bronze Yatano Kagami, appartenant à Tsukuyomi, Kami de la lune, du temps et de la nuit. Il serait né d'un miroir de cuivre que tenait Izanagi dans sa main droite. Il a le pouvoir de contrôler le défilement du temps, le ralentissant, l'accélérant ou le figeant. C'est également l'objet ayant permis à faire sortir Amaterasu de la grotte où elle s'enferma, ce qui priva le pays de la lumière du soleil. Mais qui donc pourrait posséder ce fameux trésor? La lune et le temps pourraient très probablement faire penser à Toki. Cependant, ici nous allons nous intéresser à un autre personnage, l'une des grandes figures de l'équipage de Roger, j'ai nommé Scooper Gaban. En effet, Oda a établi une hiérarchie des éléments à travers l'équipage du roi des pirates. Roger pour l'or, Rayleigh pour l'argent, et enfin Scooper Gaban pour le cuivre. Certains pourraient dire que le cuivre et le bronze sont des métaux différents, et pourtant, le bronze est tout simplement le nom générique qui était donné autrefois à tous les alliages de cuivre. Par conséquent, Scooper Gaban pourrait bel et bien représenter, ou même posséder, l'objet sacré du miroir légendaire s'il venait à apparaître dans l'arc Wano. Car en effet, si Wano venait à durer jusqu'au chapitre 1000 minimum, Oda pourrait à nouveau faire apparaître un membre de l'équipage de Roger. De la même manière qu'il y a 500 chapitres, apparaissait officiellement Silver Rayleigh, le vice-capitaine. Enfin, le troisième et dernier objet se nomme Yasakani no Magatama, un collier de fertilité magique orné de joyaux porté par Amaterasu. Alors ici, plusieurs hypothèses se sont présentées à nous, il est difficile de choisir car beaucoup d'éléments coïncident nous empêchant d'en assurer une seule. Nous allons donc vous exposer les possibilités les plus plausibles selon nous qui pourraient donc représenter ce fameux objet, commençant par celle que nous considérons comme la plus probable à la moins séduisante. On vous laissera donc choisir celle qui vous convient le mieux et on essaiera de la compléter au fur et à mesure si on trouve davantage d'indices concernant l'une des hypothèses. Concernant la première hypothèse, il s'agirait de Vegapunk. D'une part car il est le grand élément central des enjeux entre Orochi et le gouvernement.
et d'autre part car il est lié à deux personnages directement assimilés au Magatama. Le premier, Sentomaru, qui est le garde du corps personnel du scientifique, au look typiquement japonais, arbore sur ses vêtements l'emblème du Tomoe, faisant ainsi écho au Magatama. Le second est son oncle, l'amiral Kizaru, tout simplement grâce à ces trois techniques tirées du nom des trois trésors impériaux japonais, le Yata no Kagami, Amano Murakumo et enfin Yasakani no Magatama. De plus, c'est également lui durant l'arc de la rêverie qui montrait son désir de se rendre au pays des samouraïs, bien qu'Akainu ne soit pas très enclin à cette idée. Ainsi, le Magatama pourrait être lié d'une certaine façon à ces trios de choc. Deuxième hypothèse, les 9 fourreaux rouges. La forme du Magatama est assez controversée. Un croc percé, une griffe d'ours ou simplement une virgule, il y a de nombreuses interprétations derrière sa forme. L'une des plus connues est qu'il représente le chiffre 9, et c'est ce qui nous a fait tiquer puisque le chiffre 9 a une grande importance dans l'arc de Wano Kuni avec les 9 fourreaux rouges. Nous avons donc simplement pensé que ces samouraïs symboliseraient ce bijou sacré, leur présence durant le sacre de Luffy étant largement envisageable vu que ce dernier aura sauvé leur pays. Autre détail ironique, on dit de la pierre de Magatama qu'elle représente la superposition du soleil et de la lune. Du coup, le lien avec le soleil et la lune se fait une fois de plus via les fourreaux rouges avec leur tatouage aux chevilles. Enfin, la dernière, le bijou du capitaine John. C'est l'hypothèse qui pour nous reste peu probable, mais qui mériterait tout de même une petite citation de ce que l'on sait sur ce trésor. La légende raconte qu'il faut trouver la caverne qui contient le trésor, faisant ainsi écho à la caverne où se trouvait enfermé Amaterasu et le Magatama. Luffy a trouvé un bijou appartenant à ce capitaine durant l'arc Thriller Bark. Ce même objet qui par la suite sera donné à Buggy qui convoitait tant ce trésor légendaire. Et dans ce même arc, c'est justement Moria qui transforma le corps du Capitaine John en zombie de la même manière que le corps du défunt Ryuma. Alors que pouvons-nous en conclure? Si Thriller Bark et Wano sont bel et bien deux arcs mis en parallèle, alors il se pourrait que ce trésor ait une grande utilité par la suite. Nous ne savons pas vraiment s'il pourrait s'agir du Magatama, mais peut-être qu'il pourrait nous révéler un grand secret derrière ce légendaire trésor. Ceci étaient donc toutes les hypothèses concernant les trois reliques si elles venaient à apparaître dans l'arc de Wano, respectant ainsi l'histoire légendaire du sacre de l'empereur. Pour conclure cette vidéo, si Oda venait à respecter le schéma habituel de ces arcs, Luffy, en toute logique, serait celui à même de libérer Wano Kuni de l'oppression de Kaido, levant le soleil sur le pays et célébrant à la toute fin une acclamation du peuple au véritable empereur de Wano, concrétisant ainsi son premier et véritable titre officiel. A défaut qu'à Marineford le Yonko Shanks ait stoppé la guerre, cette fois, Luffy pourrait être celui à même de conclure la grande bataille de Wano, au même titre que son mentor, tel un véritable empereur. Et si tel est le cas, cela pourrait marquer un grand bouleversement dans le monde, car dès lors où Luffy aura vaincu l'un des Yonko les plus puissants de la Terre, son nom retentira à travers toutes les mers, amenant à une crainte sans égale. Et au-delà d'une prime plus grande, Luffy pourrait être en mesure, à distance, de protéger désormais des peuples qui lui sont chers, tels Wano Kuni, et pourrait de la même manière que Barbe Blanche acquérir des territoires dont son nom ferait trembler les pirates qui oseraient s'aventurer à détruire ces pays. C'est donc la fin de cette théorie, on espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez bien évidemment retrouver Goji sur sa chaîne pour ceux et celles qui ne seraient pas abonnés. Et nous, on se donne rendez-vous pour les prochaines vidéos, et en attendant, prenez bien soin de vous. Peace. Peace.